ULB Podcast. Les podcasts de l'Université libre de Bruxelles. Aujourd'hui, je suis dans les anciennes casernes d'Ixelles. Bon, il n'y a plus de chevaux, ni de militaires, ni d'armes. L'endroit, déjà sympa à la base, a été complètement transformé en quartier urbain sous le nom de U-Square. C'est ici que se sont installées plusieurs équipes de l'ULB. C'est ici aussi que la première journée Art Sciences de l'ULB a eu lieu. L'objectif était simple, créer des rencontres entre disciplines, susciter des échanges, présenter des œuvres d'artistes et de scientifiques. C'est à cette occasion que mes invités du jour se sont rencontrés pour la toute première fois. Une rencontre du troisième type que j'ai voulu recréer dans cet épisode. Elle fait le lien avec le chapitre 7 du guide « Communiquer la science au public, savoir partager ». Pendant les 20 prochaines minutes, Guillaume et Arthur nous racontent leurs projets respectifs à mi-chemin entre passion de la science, recherche de l'émotion et performance artistique. Toute une histoire. Bienvenue dans Savoir partager, le podcast qui met la science et les scientifiques en récit. Je les réunis dans une salle du grenier. C'est cosy, insonorisé, c'est parfait. Ils se connaissent déjà, mais un petit rafraîchissement ne peut pas faire de mal. Donc, je suis Arthur Choplin, je suis astrophysicien, donc postdoctorant à l'ULB. Je travaille sur c'est de la physique stellaire, je fais de la modélisation d'étoiles, donc je fais pas d'observation, mais j'essaye de les expliquer avec des modèles numériques, et donc je reconstruis des étoiles sur un ordinateur avec un programme informatique qui modélise les étoiles et prédit leur comportement, et puis j'essaie de comparer ça avec les observations. Je m'appelle Guillaume Schwecher, je suis chercheur qualifié FNRS à l'ULB. Je travaille dans le domaine de l'électronique organique. Donc c'est designer des matériaux issus de la chimie du carbone pour faire une électronique plus verte et durable. Donc vraiment une électronique basée sur le carbone. Arthur et Guillaume sont donc tous deux chercheurs dans le domaine des sciences dites dures. Comme scientifiques, ils auraient pu se rencontrer de 1000 manières différentes. Et pourtant, comme je vous le disais dans l'intro de cet épisode, ce n'est pas la science qui les a réunis, mais la médiation scientifique lors de la journée Art Sciences de l'ULB. Et c'est Guillaume qui commence par découvrir le travail d'Arthur, qui lui laisse une forte impression. C'est plutôt un show audiovisuel, je dirais vraiment, vu qu'il y a l'ensemble. Et c'est vraiment super chouette. Ce que j'ai bien aimé, moi, c'était que c'était vraiment très similaire à ce qu'on fait avec Tales of Entropy. Donc, c'est la même vision, c'est montrer la beauté de la science ou de phénomènes chimico-physiques pour toucher le public. Ce qu'on fait pas du tout en tant que scientifique, vu qu'on va juste écrire un papier. Donc, la partie jolie, on la verra jamais dans le papier. Et je crois que c'est ça, moi, qui me frustrait et qui a poussé cette initiative de développer ces shows d'art science. Donc, c'était très cool de voir l'initiative d'Arthur parce que c'est la même chose, sauf que lui, son microscope à lui, c'est un télescope. Oula, Guillaume me tease un truc de fou. Mais c'est quoi Tales of Entropy ? Donc, Tales of Entropy, c'est un show audiovisuel où en fait, on fait de la cristallisation live de composés organiques. Il n'y a rien de vivant dedans, c'est des grosses molécules avec du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'azote. Et ce qu'on voulait montrer, c'est à monsieur tout le monde que les transitions de phase, de la fusion, de la cristallisation, tout ça, c'est très joli. C'est pas uniquement la glace qu'ils font devant chez vous en hiver. Dans Tales of Entropy, Guillaume transforme un phénomène scientifique en spectacle vivant. Sur scène, on observe en direct la formation de cristaux sous un microscope projeté en grand format. Et quand la lumière traverse la matière, des formes et des couleurs apparaissent comme par magie. La température est continuellement modifiée, parfois de moins 40 à plus 200 degrés, ce qui provoque des réactions spectaculaires. Et pendant que les cristaux se forment, un musicien improvise. Les images issues du microscope influencent le son. Une couleur, une texture ou une variation de lumière peut déclencher un effet sonore, une ambiance, une intensité. La musique devient le miroir sensible de ce que l'on voit. Et ce qui est comique, c'est que notre partition à nous, c'est des températures en fonction du temps, alors que le musicien, c'est des notes en fonction du temps. Donc c'était très comique de rallier ces deux mondes à la fois et d'arriver à une expérience globale où en fait le public est en contemplation et voit les phénomènes qui se passent. Et comme je vous l'ai dit, Tales of Entropy laisse aussi une forte impression à Arthur.
J'ai trouvé ça vraiment excellent. Donc je l'ai vu à la Journée Art Sciences. Il y a eu 2 phases. Il y a eu la phase où j'ai vu vraiment le show. Je trouvais ça magnifique et tout ça, avec le son, la musique. Je voyais qu'il y avait un lien avec l'image et le son, mais je n'avais pas bien compris de quoi il s'agissait. Je voyais qu'il y avait un peu dans le noir, quelqu'un qui faisait des manipulations, un musicien et tout ça. Et à la fin, l'explication, quand j'ai compris un peu de quoi il s'agissait, avec les échantillons, le live, la boucle entre l'image et le son, enfin, j'ai trouvé ça excellent, quoi. Ça m'a fait une sorte de deuxième un petit peu choc. Donc ça, vraiment, il y a une interaction vraiment forte entre l'image et le son. Ça, j'aimais bien. Interaction entre l'image et le son, ça c'est un peu, en tout cas la dimension son, c'est quelque chose que tu connais bien, puisque à travers tes initiatives de médiation scientifique, on est dans des conférences musicales, ou je ne sais pas comment tu les définis. Moi je dis conférence astro-musicale. La première chose que j'ai faite, donc il y a 2 projets distincts, mais il y en a une première, ça s'appelle Cosmic Pulse, et donc c'est une conférence astro-musicale où il y a un récit scientifique accessible à tous, et des images du ciel, des belles images haute résolution, et puis des sons de l'espace, parce qu'on peut rendre audibles certaines données de l'espace, certains signaux, et puis aussi des compositions musicales personnelles que j'avais créées pour cette conférence, quoi. Et comment tu choisis tes notes? Comment tu choisis les sons que tu vas partager dans ce cadre-là? Il y a un truc, donc une sorte de fil conducteur dans Cosmic Pulse, c'est la sonification. La sonification, ça veut dire, mais pour moi, c'est exactement aussi Tales of Entropy, c'est rendre audible une image, un signal, quoi, ou une donnée, quoi. Et donc, par exemple, je prends l'exemple du compteur de radioactivité, compteur Geiger. Là, c'est un compteur qui rend audible la radioactivité. La radioactivité, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas du tout, mais si on va dans un endroit radioactif, il va se mettre à bip, 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 bip. Donc voilà, ça, c'est une sonification de la radioactivité. Et donc, dans Cosmic Pulse, il y a différentes sonifications de... Par exemple, les étoiles, c'est comme des grandes caisses de résonance qui vibrent à une certaine fréquence. On peut détecter ces vibrations à une certaine fréquence, et on peut donc transposer ces fréquences dans le domaine audible. Et ça donne un son, quoi. Et donc, on peut comme ça écouter les étoiles vibrer, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que je fais écouter à un moment donné dans cette conférence. Le compteur de radioactivité, ça, je suis sûre que vous entendez directement le crépitement dans votre tête. Mais une étoile qui vibre, ça fait quel bruit? Et comment est-ce qu'on traduit ça en musique? La réponse dans un extrait de Cosmic Pulse. Je vous propose une petite animation pour résumer ces découvertes d'exoplanètes. Elle montre une carte du ciel avec notre galaxie, la Voie lactée. Vous allez voir passer le temps en haut. On commence en 1991. À chaque découverte d'exoplanète, elle apparaîtra dans le ciel, accompagnée d'une note de musique. La hauteur de la note, aiguë grave, indique la période orbitale de la planète. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est le temps que met la planète à faire un tour autour de son étoile. Pour la Terre, par exemple, c'est 1 an. C'est assez court, ça correspond à une note plutôt aiguë. Pour Saturne, qui est plus loin du Soleil, c'est 30 ans environ. Là, on aura une note plus grave. Et donc la musique que l'on va entendre est directement liée aux caractéristiques des planètes découvertes. Mais on peut aussi mettre la technique de côté et simplement apprécier la musique. Après ce premier projet, Arthur rejoint les 4 saisons de l'univers. Une performance créée par un musicien-compositeur, Arnaud Lemeur, et un astrophysicien, Vincent Guillet. Après le départ de Vincent, Arthur devient le scientifique du spectacle. Et donc ces conférences, c'est un peu pareil, un récit scientifique et puis des musiciens. Donc il y a 4 conférences de 1 heure environ, printemps, automne, été, hiver. Et pour chaque conférence, il y a un groupe de musiciens. La constante, c'est le batteur, c'est Arnaud Lemeur. Et sinon, ça change. Parfois, c'est un trio à cordes. Parfois, c'est un groupe vibraphone, contrebasse, guitare. Parfois, c'est... Enfin, voilà. Et pour chaque saison, il y a des morceaux qui ont été composés par Arnaud Lemeur, le musicien. Et donc, il y a un récit scientifique, de la musique, une deuxième partie, musique, troisième partie, musique. Et puis, on essaye aussi de faire se rencontrer les deux mondes, quoi. Donc, pas juste de faire musique, science, mais de faire interagir la musique et l'astro, quoi. Et toi, ton rôle, c'est plutôt dans le récit scientifique, ouais. alors? Je prends part, parfois, je joue un peu avec eux. Donc, c'est des musiciens qui sont professionnels, donc c'est un peu intimidant, mais des fois, sur 1 ou 2 morceaux, je vais derrière mon synthé, puis je fais quelques notes comme ça ça contribue à mélanger les deux mondes, en fait, aussi, quoi. Et ça t'apporte quoi?
Déjà, je trouve ça vraiment super de lier ces deux mondes qui pour moi étaient très distincts, quoi. Toujours la musique d'un côté, puis l'astronomie qui est assez, voilà, et de lier ça, je trouve ça assez génial. Vulgariser la recherche, la science, ça donne du recul sur sa recherche. Ça élargit aussi les connaissances parce que je dois m'informer sur d'autres choses et pas juste rester dans mon petit domaine ultra spécialisé. Interagir avec des artistes, des musiciens aussi, c'est génial, voilà, et ils me font aussi des retours sur la science, qui sont des retours de gens qui s'y connaissent évidemment pas très bien, mais qui sont très souvent extrêmement voilà, pertinents, intéressants, et ça permet d'améliorer la manière de communiquer sa science et de rendre les choses plus compréhensibles, voilà, de se confronter à des gens qui ne connaissent pas en fait. Ça aussi, ça revient souvent. Communiquer, transmettre, à la base, on le fait pour les autres. Et puis, on se rend compte que ça nous le rend bien. Je trouve que c'est important de le souligner. Communiquer, ce n'est pas un processus unilatéral, ça va dans les deux sens. Et les scientifiques et la recherche en sortent tous nourris de quelque chose en plus. Et ce n'est pas Guillaume qui me contredira. Pour être franc, je crois que les meilleurs retours que j'ai jamais eu de mon métier de chercheur, ça a été avec l'art science. Parce que quand on fait le live, on a absolument tout le monde qui vient après parler. Ouais, c'était super beau, c'était trop bien. Quand on l'avait fait une fois au Hall Saint-Géry pendant les Museum Night Fever, là, je pense que j'ai jamais eu autant de petits jeunes. Et on aurait dit, n'importe quel prof va dire, ouais, c'était les petits casseurs du fond de la classe. Et ben, ils étaient trop chauds, ils ont posé plein de questions, ils sont restés pendant 10 minutes. Et ça, c'était vraiment, vraiment chouette. On montre ce qu'on trouve de beau et en fait, c'est la façon la plus simple, je pense, de toucher les gens. À montrer la beauté de la science. Ça me rappelle la poésie dont parlait Chloé dans l'épisode 5. Et ça me fait aussi penser à ces photographies de cellules vivantes ou de rotifères, la plus petite bête au monde. Ou à Télésophanthropie, en fait. Guillaume et son co-créateur, Nicolas, se sont rencontrés dans un laboratoire de l'école polytechnique de Bruxelles. Et c'est la beauté qui se créait sous leurs yeux qu'ils ont eu envie de partager. La beauté, peut-être même plus que les savoirs. Mais Nicolas, je l'ai rencontré pendant son mémoire dans le même labo, donc on a vu la même platine, on a vu les mêmes images, et c'est né de là depuis le début. L'idée de c'est beau ce qu'on voit, mais ça termine pas dans le papier. Et c'est resté progressivement. On a fait d'abord des expos de photos, et puis on s'est dit on veut passer une step au-dessus. Et on a commencé à rajouter un peu le live, puis la musique, puis on en est arrivé au projet final qu'on avait en tête depuis le début, le show audiovisuel. Mais là, c'est l'approche où en fait, c'est toujours basé sur des scientifiques. Et puis on a pris l'artiste qui était le musicien, où là, on a toujours essayé de voir vraiment la musique de la personne avec qui on veut le faire, de lui proposer, et puis de commencer à faire toute une étude de quels matériaux et textures de changement en fonction de la température matcheraient sa musique pour nous. Et puis il y a eu tous les échanges avec l'artiste où après on rechoisit, on change les matériaux qu'on veut pour avoir vraiment une palette de couleurs et de textures qui vont épouser la musique. Donc c'est comme ça qu'on l'a fait du point de vue science-art. Dans Télésophanthropie, on a fait le show avec musique électronique, puis musique pure classique, où là c'était un quatuor à cordes. Puis on l'a fait avec, on va dire semi-classique, où c'était un piano solo, et là maintenant la version finale c'est musique électronique couplée avec un traitement de reconnaissance d'image en live. Aujourd'hui, Nicolas, le co-créateur de Télésophanthropie, a carrément quitté la recherche académique. Il se consacre entièrement à l'art-science au travers de la plateforme Home. En les écoutant parler, je réalise que même si je comprenais ce que l'art pouvait apporter à la science et inversement, je les voyais malgré tout comme deux univers étrangers qui se rencontraient. Comme on sépare un peu la raison et l'émotion. Mais cette distinction n'est pas si juste que ça. Je serais finalement bien incapable de dire si Arthur et Guillaume sont plus artistes que scientifiques dans leur démarche. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'ils cherchent activement l'émotion autant que le savoir. L'artiste ou le scientifique, à la base, ils veulent démontrer ou montrer quelque chose. Et donc le process pour y arriver est exactement le même. Et on a tous les deux l'idée de base, et puis on sait où on veut aller. Donc il va y avoir toute la recherche sur... dans notre cas, le scientifique, ça va regarder toute sa littérature d'avant. Pour l'artiste, ça va être préparer tout son matériel qu'il veut pour arriver à ce qu'il veut. Et puis à l'étape des manips, dans l'artiste, ça va être soit les répètes si c'est un musicien, ou changer les compositions. Pour les plasticiens, ça va être commencer à modeler les choses, les mettre en place. Puis on arrive au résultat. Nous, ça va être un papier. Et l'artiste, ça va être une œuvre
Et donc le process complet est exactement le même, la démarche est la même, la réflexion est la même. Et quand j'ai été vraiment avec des purs artistes, j'ai l'impression de parler à des scientifiques. Ça veut dire quoi, parler à un scientifique ? Ça va être vraiment le même schéma de fonctionnement. J'avais l'impression qu'on était dans la discussion, on va dire on va faire ça comme hypothèse, on va arriver à ça. C'est ça que je voulais dire, vraiment réfléchir en raisonnement, quoi. Je sais pas si je ressens la même chose, mais en tout cas, moi, ce qui me venait quand tu as posé la question, c'était la notion de créativité, qui dans l'art, ça me paraît quelque chose, une valeur assez essentielle. Et en science aussi, en fait, je pense que c'est bien d'être créatif, quoi, d'avoir des idées, même quand on écrit un article. Moi, dans mon domaine, et je pense Guillaume aussi, quand je lis un article, il y a les graphiques, les figures sont très importantes. Et puis, des fois, je me dis, ah oui, là, cette personne, elle a une bonne idée. Enfin, de manière de représenter des données, il faut faire preuve de créativité parfois. En fait, moi, la créativité, c'est un truc que j'ai besoin d'exercer au quotidien. Et en fait, si je le fais pas, je crois que je vais pas très bien. Du coup, et dans la science, je crois que j'arrive à exercer ça. Et puis sinon, je fais de la musique, mais dans la science aussi, j'arrive à exercer cette créativité un petit peu, quoi. Et c'est assez important. Ni Guillaume ni Arthur ne pourraient donc envisager leur travail de recherche sans un degré certain de créativité et de dimension artistique. Mais toutes ces collaborations-là sont pour moi vraiment importantes parce qu'elles ouvrent vraiment l'esprit. Notre recherche devient tellement micro-focus et on commence à devenir tellement spécialisé dans un micro-pointilleux domaine que c'est dur d'en sortir et de voir la boîte beaucoup plus grande pour justement trouver des autres idées. Ça, Arthur a totalement raison que ces points-là, ça nous permet de revoir de l'extérieur. Et c'est ça que moi j'aime bien aussi, parce que des questions qu'on va avoir avec les artistes ou avec les gens en sortie de ces shows sont extrêmement pertinentes en fait. Et sur le côté, en plus, on a découvert de nouveaux trucs. La caméra ultra haute résolution nous a permis de faire des enregistrements très propres de cristaux dont les formes changent en fonction de la température. Et ça a terminé dans un gros papier. Et ça, à Nicolas de haut, mais sur un papier. Donc c'est super chouette. Non, il y a vraiment énormément de choses qui en sont sorties. C'est vrai que c'est rare de voir des articles scientifiques co-signés par un scientifique et un artiste. Mais ça montre bien que les frontières sont en train de bouger, même si elles ne sont pas encore tombées et que les freins existent toujours. Il y a énormément d'avantages, mais il faut prendre le temps, il faut oser. Et c'est l'aspect du temps, je pense, qui est le créneau qui peut faire peur parce que au niveau scientifique, on est jugé par la production de papier et par les conférences. Et ça devient de plus en plus jusqu'au moment où il nous faut la place fixe. Et la place fixe, elle va pas être donnée par un show audiovisuel. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc quand on postule pour les places fixes, on va juste être ranké sur le nombre de papiers qu'on a publiés et dans quels gros journaux glamour on l'a sorti. C'est vrai que Guillaume a raison. Sur les CV académiques, on laisse sans doute encore peu de place à la création, à la médiation, à l'émotion, à l'art. On oublie peut-être parfois que la science est faite par des humains, pour des humains. Mon souhait profond, là, en faisant ça, c'était vraiment d'essayer de toucher des gens et tout ça. Et ça, jamais tu touches des gens avec un article scientifique ou avec dans une conférence. Toucher les gens, chercher toujours ce qu'il y a d'humain dans leur discipline. Finalement, c'est sans doute ce qui connecte les démarches d'Arthur et de Guillaume. Tous deux savent que l'émotion est un démultiplicateur de savoir. Je pense que ça rajoute quand même une grosse partie du point de vue humain. On a été designé pour interagir et en tant que scientifique, on peut être quand même bien perdu dans sa grotte par moment. Donc ça c'est vraiment une bouffée d'air frais. Ça y est, je coupe le micro. Notre entretien est fini, mais Arthur et Guillaume continuent d'échanger des conseils et des recommandations sur l'art-science. Je les écoute d'une oreille distraite en rangeant le matériel pour la dernière fois. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'Arthur et Guillaume sont de vrais chercheurs. Ils cherchent le savoir, le beau, l'humain. Ils sont curieux, ils sont passionnés. En fait, à l'image de tous les scientifiques qui ont pris place derrière ces micros. Et à ce moment-là, je n'ai qu'une certitude. La science a de l'avenir, et l'avenir, c'est vous. Vous venez d'écouter l'épisode 7 de Savoir partager, un podcast de l'ULB disponible dans toutes les applications podcast. Si vous souhaitez découvrir le guide pratique, je vous invite à consulter le site web des éditions de l'Université de Bruxelles ou à m'envoyer un email à l'adresse com.recherche@ulb.be. ULB Podcast. Les podcasts de l'Université libre de Bruxelles.